Bonjour à tout le monde, ou plutôt bonsoir. C'est vrai qu'on a l'habitude de se retrouver le matin, mais cette fois-ci, c'est un peu exceptionnel. Nous sommes en direct avec notre invité du jour, en direct des États-Unis. Donc, d'où le décalage horaire. On a dû un peu décaler l'heure de Divine le live, ce qui n'est pas du tout un problème parce que Divine est tout terrain. Donc, bienvenue à toutes celles qui nous suivent et s'il y a des hommes aussi, pourquoi pas, qui sont connectés. Salutations à vous. Vous êtes aussi les bienvenus. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Divine le Live. Nous sommes en compagnie ce soir de Fanta Kuhlmann. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, Fanta? Ça va très bien et toi et vous? Ça va. J'attendais 21 heures avec impatience. Voilà, c'est toujours pour moi une joie d'échanger avec les femmes parce que je sais que les femmes généralement elles ont un parcours de vie qui est très inspirant. Donc, j'attendais vraiment cet échange avec toi pour te découvrir encore davantage, pour découvrir encore tes activités et en espérant qu'à travers, voilà, nos échanges, que toutes celles qui nous regardent seront aussi inspirées, encouragées, édifiées et tout ce qu'il y a de plus positif. Alors, Fanta, je te laisse la parole afin que tu puisses te présenter. Merci. Bon, oh God, oh my God. Oui, en français, c'est vrai. En français, et il y aura aussi des moments où je parlerai en anglais. En tout cas, Oui, désolée. je n'ai pas d'interprète, alors c'est vrai que je comprends, je me débrouille. Ça fait OK. longtemps que j'ai pas pratiqué, je suis plus à l'aise à l'écrit pour l'anglais, c'est vrai, mais je peux comprendre, mon s'il y a des petits mots comme ça qui arrivent, il n'y a pas de problème, je saurais traduire, mais on n'est pas obligé aussi de tout traduire. Donc voilà, si vous comprenez, c'est très bien. Si vous comprenez pas, tant pis pour vous, ça veut dire qu'il faut vous mettre à l'anglais. OK. Je te laisse le soin de te présenter. Bon, merci beaucoup et je dirais que it's an honor to be on your show. Merci de m'avoir demandé to be part of this journey, your journey. Donc, je m'appelle Fanta Kuhlmann. Je suis épouse, mère de 3 enfants et je travaille à l'université. Je fais la gestion des sponsored projects. Je suis dans la recherche, mais je suis plus dans la gestion du côté des finances. Donc, je gère les finances les fonds de la recherche. I think I'm saying that right. Je suis dans cette, comment on appelle ça? J'ai commencé cette carrière, ça fait 18 ans que je suis là-dedans. Et donc, j'ai une licence en management. Après ma licence, j'ai fait un MBA qui m'a actually made in that trajectory. Donc, en travaillant à l'université, comme je travaillais avec les médecins et tout, on faisait de la recherche. Je suis repartie à l'école pour faire un master dans la santé publique. Et donc, avec tous ces credentials que j'ai aujourd'hui, voilà, là où je me suis retrouvée, je suis in academics. J'espère que je suis en train de dire ça, OK. Donc, je suis à l'université, à la faculté des sciences. Je travaille avec les médecins et les infirmières et nous sommes dans la recherche. Moi, je fais pas la recherche, mais moi, je gère les fonds de leur recherche. Ok, ok. Donc, comme tu coordonnes, en fait, tu t'occupes, tu gères les budgets liés à la recherche médicale. Oui. Voilà, plus précisément, voilà pour ceux qui nous suivent. Alors, donc, ça fait 18 ans que tu es dans ce domaine. Oui. Et ça ne te lasse pas, parce que 18 ans, c'est quand même long. C'est quand même long. Moi, je sais que je sais que j'aime toucher à tout. J'aime toucher à tout. C'est vrai que ça fait plusieurs années que j'ai toujours mon pied dans mon domaine de prédilection qui est la petite enfance, l'animation, l'éducation. Mais j'aime tellement toucher à tout que quand tu me dis 18 ans dans le même domaine, ça suscite quelque chose en moi. Alors aujourd'hui, tu n'es pas lassé, tu as toujours la même passion qu'au début, la même envie. Comment ça se passe? C'est un domaine qui est très vaste. Et quand j'ai commencé en tant que, comment on appelle ça? Parce que quand je suis allée dans ce domaine, je ne connaissais pas ça. Je travaillais d'abord, j'ai commencé, j'ai toujours été dans les finances, mais j'ai commencé avec des investment banking. Je sais pas comment dire ça en français. Je Oui, travaillais, investissement bancaire, tu travailles dans les banques? oui, mais les trucs, comment on appelle ça? The Wall Street.
Ok, la bourse, à la bourse. Oui, j'étais dans la bourse. Donc, c'est là que j'ai commencé. Et donc, mon premier travail était dans ce domaine-là. Et quelques années plus tard, j'ai traversé une période très, 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 très difficile. Donc, ce qui a fait que j'ai changé de carrière. Et en changeant de carrière, je me suis retrouvée à l'université. Mais quand j'ai commencé ce truc-là, je n'avais pas du tout l'expérience. Donc, il fallait commencer on the bottom. Donc, j'étais coordinateur. À l'université? Oui, à l'université. Obligatoire. Pardon? C'était un passage obligatoire pour la reconversion professionnelle? Je comprends. Est-ce que tu étais obligé de retourner à l'université pour la suite de ta carrière? Oui, parce que je travaillais maintenant avec les médecins et on était dans la recherche. On faisait la recherche dans la communauté. Donc, pour comprendre ce que j'étais en train de faire avec ces médecins-là, mon directeur à l'époque m'a encouragé de repartir à l'école et faire ma maîtrise en santé publique. Comme ça, j'aurais plus accès aux patients et je pourrais faire, comment on appelle ça, la recherche avec eux. Étant donné que je faisais toujours, comment on appelle ça, les finances, mais je pouvais sortir avec eux, aller dans la communauté et commencer à travailler avec les patients. Donc, c'est ça qui a fait que je suis repartie pour avoir ma maîtrise. Mais cette maîtrise-là, aujourd'hui, je ne l'utilise pas. Mais je comprends, par exemple, quand ils finissent avec la recherche et qu'ils écrivent les papiers et tout, leur, comment on appelle ça, les publications, je comprends ce qu'ils sont en train de faire parce que j'ai déjà fait ce truc-là. Et c'est plus facile pour moi de travailler avec eux et comprendre ce qu'ils sont en train de faire parce que j'ai déjà une connaissance dans. Oui, parce que dans le domaine du médical, il y a quand même un certain vocabulaire. Oui. Il y a beaucoup de vocabulaire, de termes. Si tu n'es pas dans le milieu, tu peux rien comprendre. Donc, c'était important que tu maîtrises ces choses, en fait. Donc, en parlant de 18 ans, j'ai pas toujours fait la même chose. Donc, comme je disais, j'ai commencé en tant que coordinateur et j'ai avancé, j'ai eu des promotions. Là où je suis arrivée maintenant, j'ai même un certificat. Je suis arrivée au sommet. Wow. Oui. Plus haut. Je peux plus. Soit de ce que je suis en train de faire, oui. Soit maintenant, je suis en train de voir si je veux repartir à l'école pour faire un doctorat. Et ce doctorat-là va m'ouvrir une autre porte dans ce domaine. Mais c'est une autre histoire. Mais c'est comme c'est un projet que tu vois, c'est une idée qui est dans ton esprit. Oui, c'est un objectif que je me suis fait. J'aurai 50 ans dans 2 ans. Et, et ma maman, la femme à qui I look up to, qui est mon rôle modèle, qui n'a pas pu faire un doctorat, elle aurait bien voulu faire ça, mais avec l'âge, elle l'a pas fait. Donc, si jamais je le fais, je le ferai pour elle. Et aussi, mon défunt époux qui est mort, qui voulait aussi faire un doctorat, je voulais aussi le faire pour lui. Donc, en fait, cet objectif-là, c'est comme, si je peux dire, comme une revanche sur la vie et en même temps un défi, en même temps une promesse que tu t'es faite. Oui. Une promesse morale. Oui. Ouais, c'est super, c'est super. Et pourtant, là, tu as déjà atteint le sommet, mais tu aspires encore aux hauteurs. Oui, et pour encourager, par exemple, encourager ma fille qui s'apprête à aller à l'université, qui a 19 ans, elle aura 19 ans le mois prochain, et pour montrer à mes enfants que the sky is the limit. Mais ce que j'essaie de leur apprendre aussi, c'est pas une compétition aussi. Tu vois, moi, aujourd'hui, je veux le faire parce que c'est comme une dette morale, mais pour honorer ma mère et honorer aussi, comment on appelle ça, mon défunt mari. Est-ce que c'est important pour toi dans la vie d'avoir ce genre d'objectifs comme ça, de se fixer des objectifs élevés? Parce que des fois, on regarde à notre expérience, on regarde à nos capacités, notre potentiel, on se dit qu'on est trop limité, on ne peut pas aller plus loin. Mais malgré ça, est-ce que c'est important d'avoir quand même si je peux dire, des objectifs un peu fous comme ça? Je dirais, il faut les avoir, mais non, si ça dépend, tu es encadré par comment est ton environnement et qui t'encadre. Parce que c'est très facile aussi, tu peux avoir des objectifs très hauts, mais si tu n'as personne autour de toi pour t'encourager de le faire, c'est très difficile, tu vois. Parce qu'on a toujours un mindset, tu as, comment on appelle ça, tu as
your thoughts are always playing like tricks on you. Tu peux pas le faire ou en train de te décourager. Mais je pense que moi, par exemple, pour moi, la chance que j'ai toujours eue, j'ai des parents qui ont fait des longues études. En dehors, maman qui n'a pas pu faire le doctorat. Donc, j'ai regardé, ils ont été mon rôle modèle. Et pour eux, ils nous ont toujours dit l'éducation, c'est une chose qui est très, très, très importante et personne, le diplôme, quand tu l'as, personne ne peut l'arracher. C'est quelque chose qui reste en toi. Tu peux tout perdre, mais ton éducation, c'est ton éducation à toi. Et avec tout ça, tu peux avancer très, très haut. Et c'est l'exemple que j'ai avec mes maîtrises. C'est ce qui a fait que je suis là où je suis. Sans ça, je ne serais pas. OK? Et surtout que ici, il faut faire aussi la compétition avec les Mundele. Tu vois? Donc, nous, on doit travailler plus dur que eux. On doit se comporter mieux que eux pour avoir les postes. Donc là, tu dis, il faut faire plus que les personnes de couleur blanche, quoi. Il faut faire plus que. Mais pourquoi justement? Pourquoi tu dois travailler plus? Pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Les États-Unis, je pense que c'est partout dans le monde aussi. Tu peux aussi me dire si c'est la même chose en France. Ici, le blanc, c'est plus facile pour lui pour atteindre ses objectifs. Les noirs, on nous met toujours les bâtons dans les roues. Toujours. Mais c'est à nous d'être, comment on appelle ça, smart et to be smarter than them, savoir jouer leur jeu. Tu vois, par exemple, là où je suis, à l'université, le poste que j'ai, dans mon établissement, on est peut-être 4 noirs. OK? Et il y a plus de 500 employés. Mais le poste, et les postes que j'ai toujours eu, j'ai toujours été la seule noire dans ce poste. Mais savoir avec les diplômes. Et je ne peux pas me permettre à travailler comme mes collègues les blancs, parce que eux, c'est plus facile pour eux de faire quoi que ce soit, mais moi, je dois travailler dur parce qu'on nous juge différemment. Et c'est plus facile pour moi pour me faire renvoyer que mon compatriote le blanc. Donc, c'est vraiment une réalité, ça, parce que des fois, on a l'impression, nous qui sommes ici en France, bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes raciaux, c'est vrai, mais on a l'impression quand on voit les États-Unis, ce qu'on nous montre à la télé, que ce soit les documentaires, les films, on a l'impression que c'est vraiment un autre monde, que des fois, c'est un peu surjoué, que des fois, ils exagèrent. Or, c'est vraiment une réalité, ce problème-là. Ah oui, c'est une réalité. Par exemple, je peux te donner un exemple. J'ai mon fils, vous voyez à la télé comment les Noirs on est en train de se faire tuer ici pour des trucs bêtes. OK? Et mon fils, dès le bas âge, maintenant je lui apprends, il a 12 ans. Tu ne peux pas te comporter comme tes amis les Blancs. Toi, tu dois te comporter comme ça. Ce matin, on est allé marcher. Tous les matins, on va marcher. Dans mon quartier, si on te connaît pas, on appelle la police. J'ai déjà vu avec mes propres yeux une femme qui marchait dans la rue, qui vendait les trucs. On a appelé la police. Je l'ai vu, j'ai dit, oh là là. Et la police est devant ma maison. Parce qu'elle n'était pas censée être dans le quartier. Et j'expliquais à mon fils, là, tu es en train de grandir. À l'âge de 15 ans, 16 ans, tu ne peux pas te mettre à marcher tout seul dans ce quartier. Et c'est la réalité, c'est ce que nous vivons ici. Et on doit apprendre à nos enfants de respecter, de se comporter d'une certaine manière. Mon fils ne peut pas se comporter n'importe quel comment parce que on va le juger différemment. Il faut qu'il y ait vraiment une discipline, c'est ça. Oui, oui. Et un petit garçon, ça fait mal. Un petit garçon ça me fait mal. Nos enfants, ce sont la première génération ici. Et j'ai plein de nièces. Et il est le seul garçon. Donc, je dois être très ferme avec lui. Je dois lui apprendre de se comporter d'une certaine manière. Et il comprend, il connaît. Il va rentrer à la maison, il va me dire ceci, ceci. On parle de ça tous les jours. Chaque fois qu'il y a un truc à la télé, je vais l'appeler, je dis, tu as vu ça? On parle de ça. Il y a pas longtemps, il y a un jeune garçon qui se fait tuer. Je ne sais pas si vous avez vu ça à la télé. Mais comme tu as dit, c'est tellement une réalité chez vous aux États-Unis. Ça se passe tous les jours, hein? C'est une réalité. C'est stressant. Émotionnellement, on est épuisé. Mais comment ça se passe pour les activités en famille, les activités extérieures, les sorties, les loisirs? Dans ce cadre-là, comment ça se passe? Comment vous vous organisez? Comment est-ce que vous vivez avec ça? Puisque c'est votre quotidien, mais comment est-ce que vous vivez avec ça?
Ben, ça fait partie de notre quotidien, on est habitué, on fait des activités, ça nous empêche pas de vivre. Mais, par exemple, je dirais, par exemple, là, ma fille, qui va maintenant, elle va aller à l'université, elle peut sortir, mais elle rentre à la maison à une certaine heure. Mon fils, je ne le permettrai pas parce que lui, si jamais il se fait arrêter, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, c'est juste, comment on appelle ça? Encadrer, éduquer et les faire comprendre. Ça, je peux faire, ça, je ne peux pas faire. Mais c'est très difficile pour un enfant pour faire la différence, tu vois. Mais on fait des activités, on sort, on est là, mais à une certaine heure, moi, je suis à la maison, je veux pas être dehors. Et puis, de toutes les façons, je n'aime pas trop sortir. Mais on fait des activités, on va aller au parc, on va aller au cinéma, ça se passe. Juste, il y a certains endroits, tu dois seulement savoir si tu pars là-bas, ça pourra très mal se passer, comme ça peut très bien se passer. Et le garçon comprend, quoi. Les enfants comprennent ça et ils se soumettent facilement à ça. Et lui, il a ses copains, la majorité de tous ses copains, ce sont des blancs. Et à l'école, il est pratiquement le seul noir là où il est. Et il comprend. Ok. Et à l'école, il n'a pas de difficulté, il n'y a pas de problème par rapport à. C'est partout, hein. C'est partout, dans tous les domaines, en fait. Le problème, c'est que d'un côté aussi, je dirais, d'un côté, c'est notre faute aussi. Quand nous sommes venus ici, on est dans cet état, ça fait bientôt 8 ans, on n'a pas bien réfléchi où est-ce qu'il fallait vivre. Je sais, parce que les quartiers sont divisés. Tu verras les quartiers là où c'est diversifié, il y a plein de monde, il y a tout le monde. Tu verras les quartiers, il y a que des Indiens. Tu verras les quartiers, il y a que des Blancs. Nous, comme on ne savait pas, on est venu au sud. Au sud, c'est plus, comment on appelle ça, les conservatives. OK? Et tu verras ici, il y a des gens qui ne côtoient pas les autres. C'est comme ça. On va travailler ensemble, au travail, on est tous ensemble, mais nos vies quotidiennes, les quartiers et tout, c'est séparé. Je sens qu'il y a quand même une barrière, quoi. Oui. Et tous les dimanches dans les églises, tu vois ça aussi. Et donc, nous, on est venus, j'aime bien le quartier. On est des professionnels, on travaille, on reste dans notre coin, on fait ce qu'on a à faire, mais je me rendais pas compte en étant là où nous sommes, l'école ne serait pas diversified. Donc, ce qui fait que il est le seul garçon, il y a des métis, mais il est le seul garçon noir. Et ces professeurs-là ne savent pas comment interact avec, comment on appelle ça, cultural competency. Je sais pas comment expliquer ça en français. Comment être avec les autres cultures. Tu vois, donc, d'accord. Comme tu as dit, ce sont des conservateurs, c'est ça? Oui. Ce sont des conservateurs, donc ils ne sont pas habitués avec une autre race. Ils sont pas habitués, tu vois, ils sont pas habitués, ils n'ont pas des amis blancs, noirs. J'ai compris, tu continues, hein, continue de t'exprimer sur le sujet. Je vais juste mettre un peu plus d'éclairage chez moi. OK. Et ces questions de, comment on appelle ça, d'habitude. Donc, il faut se présenter au niveau des professeurs qui savent qui tu es, qui savent quand même aussi que c'est un enfant parce qu'on se fait plein d'idées dans la tête. Et moi, tout ce que j'ai appris, il faut juste prendre le temps de connaître les autres. À la fin, on est tous pareils. Tout le monde, on est pareil. Tout le monde veut juste être heureux. Que tu sois noir, blanc, tout. Et c'est ce que j'explique à mes enfants. On veut juste le bonheur. Et il faut juste prendre le temps de connaître l'autre. C'est là où quand vous allez vous côtoyer, tu te rends compte que vous n'êtes pas aussi différent que ça. Mais pas différent du tout, finalement. Non. C'est nous-mêmes qui nous mettons ces barrières-là, pas différent, parce que juste la surface de la peau qui est différente, c'est tout, hein. L'intérieur est pareil, hein. Et dans le cerveau n'a pas de couleur, l'intelligence, la sagesse n'a pas de couleur. Donc, bon, c'est bizarre, mais comme tu dis, c'est une réalité, c'est ancré encore plus aux États-Unis, comme tu dis, que nous voyons la différence. Surtout maintenant, le climat, c'est ouf. Donc, en fait, en tant que toi, en tant que mère de famille, en fait, tu as un double travail. Et surtout nous, les mamans qui avons des fils, je prie pour mon fils tout le temps, surtout nous, les mamans qui avons les fils. Là, quelle différence entre le fils et la fille, le garçon et la fille?
La fille, c'est bon. Ici, les garçons, maintenant vous allez voir ce que vous regardez à la télé. Je sais pas. The preconceived notion, ce sont des thugs, ok. Et donc ils se font tirer par la police bêtement. Voilà. Ils se font tirer dessus par la police Oui. pour rien. Mhm. Donc j'apprends à mon fils, il faut. Et les filles, non? Les filles, Hein? elles peuvent. Et les filles, non? Les filles, elles peuvent sortir comme ça. Non, non, non. Le problème, c'est qu'on peut sortir, on peut tous sortir. Il n'y a pas de problème, mais c'est la manière dont on est traité. On peut tous sortir et on doit seulement savoir aussi comment comment on interacte avec la police. Ils vont chercher des. Deux fois aussi, c'est nous-mêmes qui cherchons des problèmes parce qu'on a aussi la gueule. On ne sait pas aussi comment parler. Pourquoi tu m'as arrêté ceci. Et ça frustre la police. Si tu t'arrêtes, tu sais que tu n'as rien. Tu dis oui, sœur, ceci, cela. Ils te demandent les trucs, tu donnes, tu t'en passes. Mais si tu commences aussi à c'est là où ça s'aggrave. Donc, en fait, il ne faut pas chercher, quoi. Comme tu as dit, il faut savoir réagir face à la police. Il faut savoir quelle réaction avoir pour ne pas que ça puisse s'envenimer parce que ça s'envenime très vite. Oui. Très, très vite. Mais sinon, on sort, tu peux faire tout ce que tu veux, mais sauf que si jamais, il y a une manière de se comporter sans que tu... C'est tout cela que tu apprends, que tu enseignes à tes enfants, en fait. Oui, surtout mon fils. Surtout mon fils, quand on t'arrête, par exemple, si il y a 2 ans de cela, on nous arrêtait, et la première des choses, il a dit à son père, il dit, ah, papa, parce qu'il a dit, papa, n'ouvre pas le truc, le glove compartment. Je sais pas comment on appelle ça en français. Là où on met les gants, dans la voiture, là où tu mets les gants. Il dit à son père, à l'époque, il devrait avoir quel âge? Peut-être 6 ans. Il dit, papa, n'ouvre pas ça. Avant d'ouvrir, demande la permission à la police. Parce que quand tu ouvres, la police peut se dire que tu es en train de prendre un fusil. Et il lui va pas réfléchir, il va paf. Donc, quand c'est comme ça, tu fais ça, oui, est-ce que je peux? Mais c'est juste la manière de comment tu te comportes. Si tu n'as rien fait. Dans la façon de se comporter, quoi, et de réagir. C'est pas comme un évident, hein. Wow. Et par exemple, pour mon fils, parce qu'on a tous, comment on appelle ça, on a tous des idées des autres races. Tu vois, ici, un garçon, le noir, c'est un thug, il aime le rap, il aime ceci, il fait la pagaille. Donc, par exemple, pour mon fils, je l'apprends. Il y a une manière de parler. C'est l'image qu'on a d'une personne noire aux États-Unis. C'est forcément un bandit, un rappeur, un délinquant. Oui. Wow. Donc pour lui, et pourtant ses amis, quand tu verras les blancs, ils aiment notre culture. Ils vont aimer la musique et tout. Et pour lui, je dis, tu ne peux pas mettre les chapeaux comme ça, les pantalons en bas. Eux, ils peuvent le faire, mais toi, tu ne peux pas le faire. Il y a une manière de te comporter parce que c'est l'image que tu es en train de donner à la personne. Tu vois, il y a une manière de te comporter. Donc ça, c'est dès le bas âge. Comme ça, je ne serai pas toujours avec lui. Comme ça, il saura comment se porter. Yes, même, no, même, et sois poli. Mais, c'est notre réalité. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas étouffer son identité? Est-ce que quelque part, ce n'est pas étouffer sa culture et son identité? Il faut savoir à faire la balance. Et puis, il faut savoir aussi, moi, je suis une immigrée. Et comme je dis toujours à ma fille l'aînée, parce qu'on lui dit, ah, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Je dis, on n'a pas vraiment l'expérience noire américaine. Celui qui est en train d'avoir l'expérience noire américaine, c'est mon fils. Lui, il est né ici. Il est en train d'apprendre tout ça. Là, moi, je suis venue un peu plus tard. C'est vrai que j'ai fait le lycée ici. Le vrai américain, c'est lui, quoi. Oui, évidemment. Donc, lui, il est vraiment en train de vivre ce que même moi, j'ai pas vécu. Moi, je suis venue ici, j'avais quel âge? J'avais 15 ans. Je suis allée au lycée. Mais lui, il est vraiment en train il est là-dedans. Lui, il comprend tout comme ma fille aussi. Mais je dis, on n'a pas l'expérience. Moi, j'ai pas l'expérience noire américaine, mais au travail, je sens comment on me traite. Je vois le racisme. Mais pour toi, à l'école, déjà, tu l'as vu, il était petit, il va t'écrire, ça faisait mal. Il écrit beaucoup. Il va écrire comment on se moque de lui, les cheveux qu'il a, pourquoi il est aussi noir que ça. Les gens ne veulent pas jouer avec lui parce qu'il est noir.
Et ça, c'était déjà à quel âge qu'il écrivait des choses comme ça? Oui, à partir de 4 ans. Oh là là. Et toi, quelles étaient tes réactions par rapport à ça? Comment tu réagissais? Bon, je lui ai toujours dit, tu sais, on est tous pareils. On est tous pareils, tu es comme le blanc aussi. La seule différence, c'est ton melanin. Je sais Oui, pas la comment on appelle. mélanine, la couleur, Oui, oui. je dis c'est la seule différence. Toi, tu en as plus que le blanc. Et toi, tu l'as, ça te protège contre le soleil. C'est la seule différence. Tu es comme lui. Lui, il n'en a pas beaucoup de toi. C'est parce que tu en as beaucoup. Voilà pourquoi tu es cette couleur. Mais sinon, on est tous pareils. Et je dis, tu es l'enfant de Dieu. Dieu a voulu que tu sois ici. Tu es ici et il faut être fier d'être noir. Et aujourd'hui, mon fils, puisque j'ai commencé cette conversation depuis qu'il est petit, évidemment, il est très fier. Il est fier d'être noir. Maintenant, tu as commencé dès le berceau, tu as commencé au berceau à lui inculquer cette mentalité-là de warrior, voilà. Oui, et je lui apprends, tu sais, les gens, et c'est ce que je dis même au professeur, je ne saurais pas te dire comment, je suis pas là où comment ils sont en train de élever les autres enfants. C'est ce que je dis toujours à mon fils. Toi, tu es juste responsable de tes actions à toi et comment tu ressens. Les autres là, même s'ils ne veulent pas jouer avec toi, tu laisses, tu ne forces pas. OK? Ou tu vas vers celui qui veut jouer avec toi. Mais ce que j'ai appris, c'est ceci. Il faut juste prendre le temps. C'est parce qu'on ne se connaît pas et il y a l'ignorance aussi. On se fait plein d'idées. Mais une fois qu'on te connaît, tu parles et là, vous devenez des amis. Là, l'un de ses meilleurs amis, ils sont amis depuis ça fait 4 ans, mais au départ, c'était la guerre. Et au départ, quand chaque fois, la première fois qu'ils ont fait l'histoire de l'esclavage à l'école, il parlait de ça et il a pleuré parce que l'un de ses amis lui a dit que moi, je ferai de toi mon esclave. Oh my God. C'est pas vrai. Et à l'époque, il a pleuré. Oh là là. Et le professeur m'écrit pour me dire qu'il a passé une très, très, très mauvaise journée. Voilà ce qui s'est passé. Mais l'école a quand même réagi. Oui, l'école a réagi. L'école a réagi. Ah oui, oui. L'école a réagi, ils m'ont écrit, ils m'ont expliqué. Il est rentré parce que l'enfant va rentrer à la maison, il va te dire. Maintenant, ils ont intérêt de me dire, comme ça, je vais travailler avec eux. Et il est rentré à la maison, je lui ai expliqué, je dis, mais non, écoute, ça, c'est notre histoire. Ça, évidemment, ça existait, mais ça, maintenant, là, c'est une autre forme, mais il ne ferait pas de toi ton esclave. Il ne le ferait pas. Tu vois? Et les parents de ce garçon étaient tellement choqués. Ils ont tout fait pour qu'on se rencontre. On s'est rencontrés, mais aujourd'hui, c'est l'un de ses meilleurs amis. Ah, donc c'est lui là le meilleur ami qui. Oui, et c'est parce que les parents, ils se mettent les idées dans la tête, mais maintenant, quand ils rencontrent les parents ou ils rencontrent les enfants, après, ils se disent, ah, mais tiens, on n'est pas aussi différents que ça. Tu vois? Et c'est ce qui s'est passé. On a côtoyé, le papa est même venu ici, on a mangé ensemble. Aujourd'hui, c'est l'un de ses meilleurs amis. Donc, il faut juste prendre le temps de se connaître, c'est tout. Et moi, je dis toujours à mes enfants, si la personne est ignorante, c'est une opportunité pour toi de l'apprendre, de lui faire apprendre que non, on n'est pas aussi différent que ça. Et aujourd'hui, quand ils apprennent que on a de la famille, tu sais, nous les Africains, on a de la famille partout. Partout. Il y a de la famille en France et il y a des gens qui viennent souvent nous visiter ici de France, ils sont complètement étonnés. Et ils sont passionnés par ça. Mais c'est juste pour prendre le temps de se connaître. À la fin, comme je dis, on est tous pareils. Mais il y a certaines personnes. Prendre le temps de se connaître parce que l'ignorance fait peur. Prendre le temps de se connaître, d'apprendre à l'autre, d'échanger et pour casser les barrières et tous ces préjugés-là, quoi. Ouais, ok. Bon, on avance un peu, on repart un peu sur ta fonction parce que je voulais développer aussi dessus par rapport à ton job, à ce que tu fais. Là, on passe du coq à l'âne, mais voilà, par rapport à ton job, comment, qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter dans ce domaine, dans cette filière-là de financement, des finances et tout ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix plutôt qu'un autre?
Donc, comme je disais, j'étais dans les bourses et j'ai fait ce travail pendant 2 ans, 3 ans. Et après, life happened. Comme je disais, j'ai surmonté une période très difficile. C'était à l'époque où mon défunt mari est mort. Donc, j'ai quitté mon job. Je voulais complètement changer parce que ça me rappelait trop de notre vie. Je voulais changer. Oui. Et donc, pendant un moment, je travaillais pas. J'étais à la maison et j'avais des collègues à l'époque qui étaient en train de finir leur truc. Ils étaient en train de faire, comment on appelle ça, residency. Euh, Ils étaient à la faculté de médecine. Et donc, il y a eu ce poste qui était that became available. Ils cherchaient quelqu'un sur. Il y avait un poste vacant. Oui, donc ils venaient après de commencer un département sur la recherche. Donc, ils avaient besoin d'une coordinatrice pour commencer à faire leur budget. Et donc, à l'époque, ce garçon-là vient me voir. J'étais dark period of my life. Il est venu me voir et il m'a parlé et dit, écoute, comme tu veux changer de pensée de vie et tout, il y a voilà ce poste qui est ouvert. Est-ce que tu es intéressé? J'ai regardé et à l'époque, ce poste-là, je n'avais pas l'expérience, mais la seule expérience que ça demandait, c'était mon MBA. Et j'avais déjà un MBA. Je dis, oh, à cause de l'éducation, je pense à qualify. Donc, j'ai appelé, je suis partie, j'ai fait l'interview, j'ai rencontré les directeurs, les médecins et tout. Ça s'est très bien passé, mais j'étais la deuxième. OK. Donc, ils ont donné le poste à une autre personne. OK. On m'appelle pour me dire que j'étais la deuxième en truc, mais ils ont donné le poste à une autre personne. Et cette personne-là n'a fait que une journée au travail. Donc, maintenant, le directeur me rappelle pour me dire, écoute, tu veux toujours le travail parce que la personne qu'on embauchait n'en veut plus. Donc, en fait, c'était vraiment pour toi. Hein? C'était pour moi. Vraiment pour toi. Oui. Et donc, c'est là où j'ai commencé. C'est là où vraiment j'ai commencé à avoir, comment on appelle ça, the interest dans la santé. Oui, tu as commencé à travailler. Ces gens-là m'ont beaucoup aidé. En tout cas, ces deux médecins-là, la raison pour laquelle là où je suis aujourd'hui, parce qu'ils ont été mes mentors. Ils ont vu le potentiel que j'avais. Et pourtant, quand je suis allée dans ce domaine, je n'avais pas l'expérience du tout. Mais ils m'ont envoyé d'aller faire les formations. J'ai fait des formations. Après, je commençais à voyager avec eux. J'ai fait pas mal de trucs. Et donc, j'ai travaillé avec eux pendant 7 ans. Donc, je commençais par coordinateur jusqu'à ce que je commençais maintenant je faisais maintenant la gestion du département. Je suis arrivée à un plateau là où mon directeur m'a dit aussi, Fanta, franchement, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour toi. Là, je ne peux plus faire grand-chose. Donc, si tu veux t'épanouir, aller de l'autre côté, tu peux le faire. Donc, il m'a donné la permission de chercher un autre boulot. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché un autre boulot. Je l'ai utilisé comme référence, toujours. Il m'a donné une bonne référence. J'ai trouvé le boulot et je suis venue là où je suis aujourd'hui. Maintenant, de là-bas, j'ai fait la même chose. Je suis allée aussi à l'hôpital. J'ai travaillé aussi à l'hôpital. J'ai fait ce qu'on appelle clinical trials, quand les pharmacies, les compagnies qui fabriquent les médicaments. Oui. Ils doivent tester leurs médicaments sur les patients. Oui, d'accord. Oui, les tests. Moi, je faisais maintenant les tests pharmaceutiques. Oui, donc on appelle ça clinical trials. Et j'ai fait ça aussi à l'hôpital, mais j'ai pas trop aimé parce que je suis plus je n'aime pas les compagnies pharmaceutiques parce qu'ils sont là pour se faire de l'argent. Et j'ai trouvé qu'on était en train d'utiliser la population qui n'était pas informée. Donc, tu ne trouvais pas à ta place, quoi. Tu te sentais pas à ta place. Ouais. Donc, du coup, je suis partie de là, mais ça m'a exposé aussi à pas mal de choses. J'ai appris beaucoup aussi. Et de là, c'était à l'hôpital, je suis repartie à l'université. Et de là-bas, maintenant, j'ai fait une demande à l'école des infirmières. Donc là, maintenant, je travaille avec les infirmières sur le domaine de toute la gestion de trucs. Et j'ai un nouveau directeur qui est
elle est sympa, sympa, sympa. Et je sais qu'avec elle, elle sera aussi mon mentor pour que je continue à avancer dans ce que je veux faire. Mais j'ai l'impression, parce que c'est vrai, tu nous parles beaucoup d'université, mais c'est vrai que moi-même, de ce que j'entends ou de ce que nous entendons ici, on a l'impression que l'Américain, il passe sa vie à l'université. On a l'impression que ça finit jamais cette période-là universitaire. Alors, je sais pas comment ça se passe. J'ai l'impression que vous passez votre vie toujours à la fac, et qu'il n'y a pas de limite. Donc, l'université, par exemple, je vais donner l'exemple pour ma fille qui s'apprête à aller à l'université. Je suis aussi ma nièce qui est en train de finir, qui va aller aussi à l'université. L'université, donc la licence ici, c'est 4 ans. Mais il y a 4 ans pour faire la licence. Et après ça, tu peux aller maintenant, là, on appelle graduate school pour faire ta maîtrise. La maîtrise, c'est 3 ans. Okay. Maintenant, tu fais ta maîtrise. Maintenant, si tu veux continuer aussi pour faire ton doctorat, là où je suis maintenant, je veux faire le doctorat, ça, on appelle ça terminal degree. C'est le dernier, tu ne peux plus. Et ça peut te prendre 3 ans à 7 ans parce qu'il faut maintenant faire la dissertation. Les gens finissent les cours au bout de 3 ans, mais ça leur prend le temps de faire la dissertation. C'est là où ils sont bloqués. Parce que c'est toute une recherche, il faut faire la recherche, c'est tout un... On vous donne pas un délai, vous n'avez pas de délai pour terminer. Non, mais tu dois faire ça dans 7 ans. D'accord. Après ça, on te donne mais non, ok, don't quote me, I could be wrong, mais la dernière fois quand j'étais en train de regarder, tu as 7 ans. Au bout de ça, 5 ans ou 7 ans, ça n'a plus de trucs, il faut recommencer à zéro. D'accord. Oui. Et donc, et ici, l'école, c'est payant. C'est pas comme chez vous, je pense, là-bas. Ici, il faut payer. C'est pas gratuit. Donc, soit on prend les loans au niveau du gouvernement qui nous donne des loans pour faire les études. La bourse, c'est ça. Vous bénéficiez de la bourse, quoi, du système de bourse. Oui. Il faut payer et à la fin, il faut les repayer. Il faut repayer le gouvernement. Soit tu as des bonnes notes, tu as des bourses. Tu as de très, très, très bonnes notes. Il y aura des écoles qui vont te donner les bourses, qui vont payer tous les 4 ans. Mais la majorité de nous, on prend comment on appelle ça, les loans. Ah oui, d'accord. Donc, il faut emprunter? Oui, tu empruntes et tu repayes une fois que tu as fini. D'accord. Waouh, c'est pas évident, hein? C'est pas évident. Ok. Donc, on poursuit. Donc, dans le cadre de ton travail, là, nous savons que nous sommes dans une conjoncture un peu particulière, hein? Tout le monde le sait, on ne l'ignore plus, hein, le Covid-19, il a frappé partout, hein, sur les 5 continents. Donc, par rapport à tes responsabilités, à ton job, est-ce que tu as eu là à débloquer des budgets pour la recherche sur le Covid ou contre le Covid? Donc, les budgets, I want to make something clear. Les budgets, les fonds, on les demande au niveau des organisations. Et nous, la majorité de nos fonds, ça vient du gouvernement, le gouvernement fédéral. Et là, évidemment, ils sont en train de débloquer beaucoup de fonds pour faire la recherche sur le Covid. Oui. D'accord. Et là, même tout à l'heure, dans 2 heures, j'ai un meeting, il y a un truc qui est sorti pour le Covid. Et donc, comment on appelle ça, the faculty, les professeurs, on a tout un meeting pour organiser maintenant, to brainstorm le projet. D'accord, ok. Et du coup, oui, comment s'est passée l'annonce du confinement aux États-Unis? Comment est-ce que vous avez appris ce problème-là, cette crise sanitaire? Comment est-ce qu'on vous l'a annoncé et comment toi, tu l'as vécu personnellement? Donc, au début, quand ça se passait en Chine, on était tous en train de regarder la Chine. On priait pour la Chine. Et je crois qu'en février, on n'a pas pris ça au sérieux parce que je dirais pas qu'on n'a pas pris ça au sérieux. On nous a pas vraiment beaucoup parlé de ça. Nous, on regardait ce qui se passait en Chine. Et donc, du coup, on n'a pas pris les précautions parce qu'on se disait que ça n'allait pas arriver ici. Et si ça arrivait, ça n'allait pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Je me rappelle, quand ça venait à peine d'arriver, j'allais en conférence à Puerto Rico. Et là-bas, je suis passée par New York et là-bas, je voyais déjà les Asiatiques avec les cache-nez. Et je dis, mais eux là, ils sont là. Ils sont dans leur monde. J'ai passé 5 jours en conférence, je suis rentrée
Et quand je suis rentrée, je me sentais pas bien. Je suis partie au travail et c'est là maintenant les numéros commençaient à venir. On regardait maintenant comment c'était en train de faire fureur à New York. Nous, on est plus, moi, je suis plus vers la Californie, donc on regardait. Okay. Et en étant, bon, je sais pas si j'ai eu ça, mais je sais que quand je suis rentrée, ça pouvait être aussi la grippe. Donc, j'ai expliqué à mon directeur ce que je sentais. J'avais tout sauf, comment on appelle ça? Tu avais des symptômes, quoi. La respiration, parce qu'il y a ça aussi. Mais le fait que on n'a pas beaucoup de kits pour le test. Donc, on m'envoyait à la maison, on a dit non, 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 tu peux pas être ici. Tu rentres à la maison. Je suis rentrée à la maison, je suis restée à la maison jusqu'à ce que on était en train de voir comment ça se passait à New York. Quelques jours plus tard, l'université a annoncé qu'ils étaient en train de fermer et que les enfants allaient, les étudiants allaient finir les cours en ligne. Donc, et nous, on nous a dit qu'on allait travailler à la maison. Donc, toi, si je peux dire, on t'a mis en quarantaine parce que oui, on m'a dit tu présentais quelques symptômes, mais les enfants, tout ça, ils continuent à fréquenter l'école. Non, les enfants aussi, quand on regardait ce qui se passait à New York, les enfants, maintenant, à cette époque-là, ils allaient en vacances de printemps. D'accord. Ils avaient une semaine. Ça s'est très bien passé. Donc, il y avait les vacances. Maintenant, ils avaient une semaine de vacances et ils devraient repartir à l'école. Le district a prolongé une semaine de plus. D'accord. On reste à la maison. Mais maintenant qu'on a vu que ça a maintenant pris comme feu, notre gouverneur ici a dit, les écoles fermées. Les enfants vont finir les cours en ligne. Et nous aussi, comme il a dit, les écoles fermées, les business doivent être fermés. L'école aussi là-bas, puisque l'école là où je travaille, c'est l'école de l'État. Donc, l'école aussi a dit fermée, les étudiants vont finir en ligne. Donc, nous, les professionnels, les travailleurs, on va travailler à la maison. Donc, on est resté à la maison. C'était fermé pendant, je crois, 1 mois et demi. Tout était fermé. Les restaurants. Ça, c'était en février. Hein? Là, c'était en février. C'était en mars. La deuxième semaine de mars. La deuxième semaine de mars. Donc, ils ont tout fermé. Les seuls trucs qui étaient ouverts, c'était les, comment on appelle ça, les supermarchés. Même les hôpitaux, c'était juste les urgences. Le médecin ne peut pas te voir. Donc, tout était fermé. Et comme ici, c'est notre économie, c'est la consommation. On consomme. Mais ça, même la surconsommation. Hein. Oui. Et donc, les restaurants, tout ça là fermé, tout ça là. Et voilà, aujourd'hui, on est arrivé là où nous sommes parce que notre économie est faite de la consommation. Donc, il y a eu pas mal de personnes qui ont perdu de travail dans le secteur de restaurants. Les trucs sont en train de fermer, les restaurants sont en train de fermer. Là même, je pense que les cinémas sont encore fermés. Mais petit à petit, on commence à ouvrir l'économie. Mais, par exemple, dans ma ville, là où je suis, les restaurants sont toujours fermés. Mais je sais pas si tu connais les drive-thru. On a les drive-thru. Oui, c'est ça. C'est comme ici aussi. Okay. C'est comme ici, pareil. Les restaurants sont fermés, mais par contre, tu peux faire voilà la commande en drive, les livraisons à domicile, sans contact et tout ça. Oui. Oui. Et donc, on a été à la maison pendant, oh God, ça, je sais pas si ça va à presque la troisième mois. Oui. Et même là, ce matin, quand je suis allée marcher avec mon fils, qui dit, maman, je me demande how does it feel to get in the car pour entrer dans la voiture parce que ça fait tellement, ils sont à la maison. Et ça l'arrange puisqu'il aime les jeux, donc il joue avec ses amis, il est là, il joue ses jeux. On ne sort pas. On sort juste pour aller faire les courses. On est à la maison. Et je dirais que pour moi, ça m'aide beaucoup. On passe beaucoup de temps en famille. On mange ensemble. On joue des jeux. Mais je me rends compte que je travaille plus que je travaillais. Ben justement, moi, c'est la question que je voulais te poser. Depuis le confinement, finalement, comment est-ce que tu t'organises à la maison par rapport à ton foyer, par rapport au travail? Quelle est ta nouvelle organisation? Comment ça se passe? Pour te donner un exemple, la journée, comment ça se passe? On se réveille à 5 heures du matin parce qu'il y a mon fils qui nous force à aller marcher. À 5 heures du matin, 5 heures du matin, oui. Donc, on va marcher pendant 1 heure. Il fait du jogging, on marche, on rentre à la maison. Tous les matins. Oui, 5 heures du matin. On commence à 5 heures du matin. Et ils font leur devoir, je regarde ce qu'ils doivent faire, je leur rappelle juste, il y a ça, il faut remettre ça. Et je fais mon café,
je me mets sur l'ordinateur à partir de, ça dépend. Si on finit, on rentre vers 6h, 7h, je fais ce que j'ai à faire. À partir de 8h, je suis sur l'ordinateur en train de travailler. Et des fois, je travaille jusqu'à 8h du soir. Donc, 8h, 8h. Oui. Ah, parce que tu es à la maison. C'est Comme pas si juste tu es au bureau, quoi. successive. Mais et surtout que maintenant, c'est toujours les meetings. Le truc qu'on a commencé en retard parce que j'avais un meeting. Et donc, quand je suis en train de travailler, je dois suivre aussi les cours des enfants qu'ils ont tout remis. Je suis en contact avec les professeurs. Cette semaine-ci, c'est leur dernière semaine, donc il faut les ordinateurs qu'il faut remettre. On est en train de s'organiser parce que demain, on doit partir à l'école, tout remettre. Mais entre-temps, est-ce que tous les devoirs sont faits? Est-ce que tous les examens sont faits? Comme ça, ils vont faire, comment on appelle ça? Ils vont faire les notes. Donc, et en étant maman, parce qu'il faut préparer aussi les enfants doivent manger. C'est ça, parce que toi, tu dis tu travailles de 8h à 8h, oui. Ah là là. Donc les journées sont vraiment… Mais on est organisé. Les enfants sont à l'âge où quand je prépare au moins pour 3 à 4 jours. Donc il y a toujours un nouveau frigo. Donc, je prépare et à 11h, quand ils ont faim, ils vont descendre, aller se faire à manger parce qu'il y a toujours quelque chose au frigo. Ils vont manger, ils continuent avec leurs devoirs. Mais leurs devoirs à eux, je leur dis à partir, donc eux, ils vont commencer tout de suite de 8h. Mais de 8h jusqu'à 1h, 13h, ils doivent arrêter. D'accord. Okay. Une fois qu'ils sont arrêtés, maintenant ils peuvent aller jouer et moi je continue à travailler. Ok, d'accord. Et nous voyons ici, je compare toujours parce que ce qui est bien aussi à travers cette émission-là avec toi, c'est aussi de voir un peu, de comparer entre la France et les États-Unis, comment est-ce que la crise se vit, quoi, tu vois. Donc, nous, ici, depuis le début de la crise sanitaire, il y a beaucoup d'actions solidaires qui se sont mises en place. Donc, c'est vraiment les habitants, la population qui s'est organisée à travers les associations, pour l'entraide et la solidarité pour tout. Hein. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Est-ce que tu as, de ton côté, tu as vu aussi cette émergence-là de mouvements de solidarité entre les habitants ou pas du tout comment ça se passe à ce niveau? Une chose que j'ai vu ça au niveau de l'école de mes enfants, parce que si la majorité des enfants, ils ont leur, comment on appelle ça, les 3000 à l'école. Et ils mangent à l'école. Donc, le breakfast, pas les 3000, le breakfast. Il y a des familles qui sont… les 3 repas. Il y a les 3 repas qui sont à l'école. Le déjeuner, le petit déjeuner. Ils ont ça à l'école. Et les écoles sont fermées. Là, ils n'ont rien à manger. Donc, ce que j'ai vu au niveau de l'école va écrire aux parents, si vous n'avez pas à manger, faites-nous signe. On va venir vous donner la nourriture à la maison. Okay. Parce que là, maintenant, c'est dur pour tout le monde. Moi, par exemple, je disais à mon mari, on est tellement bénis. Ceux qui sont dans la restauration, c'est très difficile. Il y a des gens qui sont en train de mourir de faim. Il y a des gens qui sont en train de tout perdre parce qu'ils ont perdu le boulot. Oui, parce qu'il n'y a plus de clients, il n'y a plus la clientèle. Donc, le chiffre d'affaires est à zéro. Et des lignes, des gens qui vont dans des associations pour demander à manger. Mais l'Américain est très solidaire. On a nos problèmes, mais quand il s'agit de aider l'autre, on le fait. Ça, il n'y a pas de problème, on le fait. Par exemple, dans le quartier, j'ai dit à mes voisines, ils sont vieux, j'ai dit, écoutez, si jamais vous voulez que j'aille au grocery store, au supermarché pour vous, vous me faites signe, je vais faire le truc pour vous. Ma fille est allée aussi les voir. On est là, on se entre-aide comme on peut, tu vois. Ok. Et donc, mais dans tout ça, le gouvernement, où est la place du gouvernement? Est-ce que le gouvernement mène aussi des actions? Est-ce que tu vois ça ou bien le gouvernement est complètement effacé ou actif dans ce mouvement de solidarité? Maintenant, ce que le gouvernement a fait, ils sont en train de donner, je sais pas si c'est 12 000 qu'ils sont en train de donner comment on appelle ça, à la population. Mais
c'est pas tout le monde qui reçoit ces 12 000 là. Il y a un, comment on appelle ça, un bracket. Si la famille, comment on appelle ça, comment j'explique ça en français? Oui, le gouvernement, disons, oui, le gouvernement est en train d'aider. Est en train d'aider ceux qui ne. C'est sur des critères, quoi, peut-être, c'est ça que tu veux dire, sur des critères. Oui, exact. Sur des critères spéciaux, quoi. Oui. D'accord. Mais sinon, il y a des associations qui sont là, qui bougent quand même. Oui, il y a les associations. Ok. Ok, Fanta. Ok. Bon, as we come at the end of the show, I leave it to you to say the last word to encourage, to enhance, to edify women who are watching us. Alors, pour ceux qui nous suivent, oui, Divine, elle est bilingue à ses heures perdues, donc j'essaie de reprendre le fil des choses. Donc, en fait, là, nous arrivons à la fin de l'émission. Et donc, je vais laisser le soin à notre invité de pouvoir dire le mot de la fin, toujours fidèle à notre politique, encourager, valoriser, édifier la femme. Bon, je dirais que, comme je dis toujours à mes enfants, la vie n'est pas une course. Chacun de nous, on a, comment on appelle ça, nos capacités. Il faut jamais se comparer parce que quand tu te compares à l'autre, c'est là où la jalousie et l'envie starts. Mais par contre, you can look up to somebody. Il faut toujours avoir un mentor parce que dans la vie, you can't do it alone. Je suis arrivée là où je suis arrivée parce que j'ai eu des gens qui ont cru en moi, qui m'ont aidé, qui m'ont poussé. Et voilà, je suis là où je suis. Et de mon côté aussi, j'essaie de faire la même chose puisque les gens m'ont aidé. Moi aussi, j'essaie d'aider ceux qui sont derrière moi. You just have to believe in yourself. You have to believe in yourself, set goals and start achieving those. Croire en toi, croyez en vous. Oui, mais il faut être dans un environnement qui va t'aider parce que si tu n'es pas dans cet environnement-là, it's not gonna happen. You gotta get outside of your comfort zone. Et la vie, c'est les risques. Il faut sortir de sa zone de confort. Yes. Et prendre des risques. Yeah. La vie, c'est les risques. Il faut prendre les risques. Qui n'a rien ne perd rien. Et voilà, just take it easy. Et comme ma mère me dit toujours, la vie, elle est très facile. Il faut pas la compliquer. Quand tu la compliques, elle te complique. Donc, et c'est ce que je dis à mes enfants. Just follow the rules. You know, it's good. Just follow the rules and you're going to be okay. Juste suivre les règles et puis ça ira. Hein? C'est ça, juste suivre les règles et puis ça ira. Juste suivre les règles. Mais pour m'encourager aussi, j'essaie de faire l'interprète, non? Non, mais surtout ce que je dis, voilà, surtout ce que je dis. Parce que on se compare beaucoup aux autres. Pourquoi j'ai pas ça et pourquoi l'autre a ça? You are where you're supposed to be. You are where you are supposed to be. And je dis toujours à mes enfants, life et tout ce qu'on fait est temporaire. Nothing lasts forever. OK? Et rien ne dure toujours. Yeah. Sois patient avec toi-même. Look for mentors, les gens you can look up to who can help you. Et go for it. And be humble. Sois humble. Be humble. And most of it, leave it up to God. Okay? Your higher being. Ask him to open doors for you. Moi, je peux vous dire que Dieu a été là pour moi. Si tu veux faire la suite plus tard, I can tell you of my story. When I tell it, people say you should write a book. OK? Tu m'as vu quand je suis venue avec la petite. À l'époque, c'était, it was crazy. Mais me voilà là où je suis aujourd'hui. And when I look back, ça ne peut que être Dieu. But it's because I believe in him and I surrender. Okay. Donc, elle dit, donc, quand elle regarde d'où elle est venue, par quoi elle est passée et qu'elle se voit aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ses efforts personnels, mais tout ça, quand elle voit où elle en est arrivée, ça peut être quelque part que la main de Dieu, en fait, que la main de Dieu. Donc, d'où l'importance de la foi. Et il ne faut jamais abandonner. Just believe in yourself, okay? Mais surround yourself with people who can help you achieve that goal. You can't do it alone. You just cannot. You cannot. Personne n'est arrivé là où ils sont arrivés on their own. Il y a toujours eu quelqu'un qui les a aidés. OK? Et tout ce que tu fais aujourd'hui, it's a stepping stone to where you will be tomorrow. Donc, fais très attention à tes choix. Parce que those choix,
they will turn into something tomorrow. Everything that we do today will have an impact tomorrow. Tout ce que nous faisons aujourd'hui a un impact sur notre futur, sur le lendemain. Yes. Ok, en tout cas, merci beaucoup, merci Fanta pour cet échange vraiment tellement riche, tellement riche, tellement riche. On pouvait passer même toute la soirée parce qu'il y a tant à dire, mais je pense que oui, pourquoi pas faire encore d'autres lives pour voilà, parce qu'on a besoin aussi, nous ici en France, en Europe, de voir aussi comment ça se passe à l'extérieur, parce qu'on est fermé sur nous-mêmes et je pense que quand on est refermé comme ça sur soi, on regarde pas ce qui se passe ailleurs, c'est aussi un blocage, une barrière. Donc il faut s'ouvrir vraiment vers l'extérieur. On l'a dit, l'ignorance tue, l'ignorance est un blocage. Donc vraiment merci pour cet échange, merci pour ce partage, c'était vraiment très très édifiant et pour ce mot de la fin, voilà, croire en soi, il faut croire en soi et surtout s'entourer des bonnes personnes comme tu l'as si bien dit, parce que seul on ne peut pas, on a toujours besoin de quelqu'un qui va nous booster, nous encourager. Vraiment, c'est sur ces mots que nous vous disons au revoir, que nous sonnons la fin de Divine le live d'aujourd'hui. C'était un réel plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se dit vraiment à très bientôt pour une nouvelle édition de Divine le live. Merci Fanta. Salutations à toute ta famille et bonne soirée chez vous aux États-Unis. Bye. Thank you so much for the opportunity. Thank you. Merci à toi. Bye bye. Bye.